Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, d'être restés. Merci pour organiser, merci beaucoup aux organisateurs pour cette belle après-midi. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la dynamique des billards et je vais en profiter aussi du fait que je suis la dernière, du fait que plein d'autres collègues ont introduit plein de choses dont je vais parler, donc ça va faire un petit temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais parler un peu de qu'est-ce que c'est en billard, du point de vue mathématique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si on veut regarder en billard, on va définir un système dynamique et on va partir d'une région fermée du plan. C'est comme vous avez joué au billard, peut-être que vous avez joué, je suis très mauvaise. Et on va se donner, donc on va considérer un boule, c'est un masque qui va bouger à l'intérieur de notre table. Et comment il bouge? Il suit des lignes droites avec une vitesse constante. Donc ça rappelle un peu les lignes de lumière du champ de la boîte de pierre. Et en fait, ce qui s'arrive, c'est que quand vous arrivez au bord, en fait, vous rebondissez avec moi je vais l'arme en fait d'incidence sur le bord, ça va être en fait un angle de réflexion avec lequel vous repartez en fait à l'intérieur de votre région. Et donc c'est là ce qui permet donc d'avoir un système avec un loi de mouvement, un système dynamique, et on va se demander est-ce qu'on peut dire en fait quel est le comportement de la boule de façon très vague. Donc déjà, première remarque, c'est que c'est pas vraiment important de suivre la boule tout le temps. Ça suffit en fait de retenir en fait ces questions de réponses successives sur le tour de notre billard. Donc notamment, enfin que je parle d'une point P du bord du billard et je fixe un angle. Donc c'est l'angle avec lequel en fait je suis en train de partir le long de ma droite. Ça suffit de cela va me permettre en fait de dire déjà donc, mon application billard, elle va me donner. Une fois que je donne le point et l'angle, ça va me dire en fait le rebond successif, à quel point de bord je serai et avec quel angle je suis en train de rebondir. Et les questions assez naturelles, c'est que est-ce qu'on peut avoir des orbites périodiques, c'est-à-dire les données initiales qu'au bout d'un certain nombre d'itérations revient sur elle-même, ou bien est-ce qu'il peut exister des orbites denses, donc c'est-à-dire je pars d'un point et d'un certain angle. Et si je veux recollecter en fait tous les rebonds successifs, en fait je me retrouve à grosso modo, quitte à attendre suffisamment longtemps, d'attendre en fait presque à un petit erreur près tout le point du bord de ma table. Ou bien encore, une autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on va avoir un peu de phénomène chaotique, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir par contre de la sensibilité de l'initiale? Ce qu'il peut y avoir du choix, je peux partir avec un point de départ qui sont très très proches, mais pour lesquels les comportements change de façon radicale. Donc, je vous ai présenté en fait le billard, c'est là auquel j'ai l'habitude de m'habituer si on rentre, je parle des jeux aussi qu'on peut rencontrer. Et si vous avez fait attention, en fait, tout au début de la première slide, en fait, je vais mis en image d'un billard un peu différent. C'est en fait un billard circulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on joue à billard, on a plein de différentes façons de jouer à billard, plein de différents types de billard. Vous pouvez voir, c'est pas une région fermée, mais vous pouvez voir des billards qui ont ce qu'on appelle hyperbolique, c'est-à-dire vous jouez au billard de façon à l'inverse de ce que vous attendez. Vous mettez des obstacles dans votre plan et vous rebondissez à l'extérieur de cet obstacle. Ou bien vous pouvez avoir des billards rationnels, donc c'est dont je t'ai parlé, donc votre table, votre jeu, ça va être en polygone. Ou sinon, des billards où on joue toujours à l'intérieur, mais où, comme dans la table circulaire, en fait, on commence à regarder des régions convexes du plan. Et dans cet exposé, je vais commencer je vais vous parler en fait de ce dernier type de billard. Je veux juste préciser que par rapport à les règles du jeu que vous mettez, les comportements que vous pourrez trouver peuvent être drastiquement différents. Et les réponses aux questions sur est-ce qu'on a des orbites périodiques, ça va être assez différent par rapport à quelqu'un qu'on suppose.
fait donc les biliards convexes, donc on a déjà rencontré ce monsieur, c'est Birkhoff, c'était donc les biliards, le système dynamique des biliards, d'un billard convexe a été introduit par Birkhoff lui-même dans les années 30. Donc en précision, c'est que en fait, on pourrait se poser la question comment on va rebondir, parce que dans les biliards du départ, quand j'ai mon rectangle, c'est assez naturel, c'est facile de comprendre comment on rebondit. Ici, ça va se passer la même chose, où en fait, ce qu'il y en a, c'est que pour considérer, pour définir mon application billard, je vais avoir un point sur le bord, comme en fait je vais identifier avec un point. Ici, j'écris un sujet que vous pouvez penser comme le cercle en fait. Qui donc, vous pouvez avoir donc en application gamma qui va du cercle dans R2, de façon que quand vous regardez sur l'image, ça va être exactement en fait, le bord de votre table. Et donc choisir en S, ça revient simplement à choisir le point de bord où vous êtes. Et quand vous allez choisir l'angle, en fait, l'angle que vous avez considéré, c'est l'angle en fait, de votre vecteur vitesse par rapport au vecteur tangent au point où vous êtes. Donc par rapport à ce que ça serait en fait gamma prime de S. Et donc, une fois qu'on a fixé donc, cette coordonnée, notre application binaire qui nous dit comment la dynamique va évoluer, en fait, vous pouvez l'avoir. Donc, je vais faire plus ou moins le même que Élise et Frédéric ont déjà fait. Bon, je prends en papier, mais je vais avoir donc simplement, je vais m'arrêter à recoller le haut et les bas. Donc, je vais avoir juste en silence comme ça. Je vais m'arrêter là. Et donc décrire mon application billard, en fait, ça va bien avoir une application sur mon cylindre. Et dans les cas de convexe, pourquoi on utilise en plus qu'on peut utiliser, en fait, je peux décrire ce qu'on appelle une fonction génératrice. Donc, simplement dit, vous avez donc votre point S et θ. Donc, sur l'image par l'application billard, je l'ai indiqué comme S' θ'. En fait, ma fonction génératrice, ça va être simplement la distance euclidienne entre deux rebonds successifs. Pourquoi ça m'intéresse à ça? En fait, parce qu'il s'agit d'être une fonction qui encode pas mal de dynamique. Donc, je fais une petite calcul très bête, mais je vous convainc pourquoi en fait ça c'était intéressant. Et si vous essayez de faire en dérivée partielle, donc vous imaginez de prendre au lieu de partir en S, je pars en S plus en petit epsilon, et je vais exprimer ma fonction génératrice, donc la distance entre deux rebonds successifs. Imaginons qu'au lieu de partir en S, je pars en S plus epsilon, puis j'arrive toujours en S'. Ce que je peux voir, c'est que ma fonction génératrice, je vais trouver la distance entre S, gamma de S et gamma de S', donc la fonction génératrice, c'est une perturbation. Et je peux le présumer, en fait, il y a en epsilon près, en fait, il y a le cosinus de l'angle, en fait, du départ. Et si maintenant vous faites la dérivée par rapport à l'autre coordonnée, donc vous imaginez toujours de partir de S, mais au lieu d'arriver en gamma de S', vous allez en gamma de S' plus epsilon, en fait, dans le même calcul, ça vous dit en fait, que ça va vous faire apparaître l'autre angle de θ'. Donc c'est seulement pour vous convaincre que cette fonction, ça encode en fait des informations sur de la dynamique. Et ce qu'il y en a, c'est que grâce à cette fonction-là, on peut aussi, c'est une façon de voir que l'application binaire qu'on a, c'est une application en fait, qui préserve en forme d'herbe sur les cylindres, et même, on pourrait dire même plus, en fait, ça nous permet de, en utilisant en fait, on approche de type variationnel, de dire que si vous êtes sur un table convexe, fixez le P entier que vous voulez, en fait, vous trouvez toujours de points périodiques, en fait, une période P. En fait, vous avez toujours au moins 2. C'est que, par exemple, c'est propre au billard convexe. Parce que si vous pensez, par exemple, dans les billards rationnels, donc quand vous avez le Luggen, c'est même pas clair qu'il existe, il y a certains termes pour lesquels c'est même rationnel, pour lesquels c'est même pas clair qu'il existe des orbites périodiques. Donc ça, c'est vraiment propre au cadre convexe. Mais comme on l'a dit, d'habitude, quand on essaie de comprendre un système dynamique, on essaie de faire le plus simple possible. Et donc, ça s'avère que le plus simple possible, c'est d'essayer de commencer à jouer à billard dans un cercle.
Et ce qui se passe, c'est que, ce qui vous prenez en point, les cercles assez particuliers, parce que ce qui s'avère, c'est que l'angle en fait, avec lequel vous commencez, quand vous regardez en fait, où vous arrivez après en répond, en fait cet angle est préservé. Donc il s'avère que vous avez une quantité qui est préservée le long de votre dynamique, qui est l'angle entre la tangente et la direction le long de laquelle vous êtes en train de bouger. Donc ici par exemple c'était pi sur 4. Et comme ça, c'est conservé tout au long. En fait, c'est qu'il vous dit, par exemple, ici, c'est assez facile de retrouver des orbites périodiques. En fait, ici, après 4 itérations, on va se refermer. Et ça, c'est propre, en fait, grâce au fait qu'on a cet angle qui est préservé, on peut évidemment mettre en évidence en fait, 2 types d'orbites, notamment si vous partez avec un angle qui est en type rationnel de pi. Ce que vous savez, c'est que vous allez retrouver toujours des orbites périodiques. Donc, le premier en nous, donc on a pi sur 2, pi sur 3, pi sur 5, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand par contre, l'angle avec lequel on commence, ça reste toujours préservé, mais il n'est pas multiplurationnel de pi, en fait, on retrouve un peu l'idée, c'est que je vous avais dit qu'on va retrouver des orbites dont les réponses successives sur la table, ils vont visiter en fait plus ou moins tous les points de la table. Et si vous remarquez en fait dans ces cadres irrationnels, on visite tous les points du bord, mais en particulier, il y a un point de vue de la géométrie, il y a un cercle à l'intérieur que c'est une région en fait, dans laquelle notre trajectoire ne rentre jamais. En fait, c'est que là, c'est que notre boule, à chaque itération, ça va toujours rester tangent à cette cercle en fait, qui est en train de dessiner petit à petit une fois qu'on augmente les itérations. Et c'est exactement ce type de cercle que c'est, quand on regarde le vidéo, c'est qu'on appelle des caustiques. Donc, c'est des courbes dans notre table, telles que en fait, notre trajectoire reste toujours tangent à cette courbe. Et ils sont un peu cachés dans les cas rationnels, mais ça sort toujours. En fait, c'est que vous pouvez retrouver des cercles, vous avez une famille de cercles pour lesquels, en fait, vous retrouvez toujours être n'importe quelle trajectoire, ça va toujours être tangent en cercle. Et lequel, c'est fortement lié, en fait, l'angle avec lequel vous avez commencé, en fait, votre dynamique, votre trajectoire. Et donc, si maintenant je reviens sur, comme je vous ai dit, comme je peux le décrire sur un cylindre, qu'est-ce qui se passe au niveau de la dynamique? Qu'est-ce que je vois sur les cylindres? En fait, ce que je vois, c'est que mon cylindre, il va être feuilleté, il va exister en fait tout en partition des cercles non triviaux, donc pour revenir sur des cercles qui sont essentiels pour revenir des phonèques, donc je ne peux pas les déformer de façon continue en maintenant en point. Mais tel que chacun de ces cercles-là, en fait, ça va être préservé par la dynamique. Donc si je pars sur le point du cercle, tous les itérés par l'application biliaire de ce point, ils vont rester sur le même cercle. Et ça, c'est un notion assez fort. En fait, ça, c'est que voilà, le paradis des mathématiciens. C'est en fait, c'est un système où on a une intériorité assez fort. Et bon, ça va être assez pratique, typique du cercle. En fait, il y a un deuxième exemple, un toy modèle qu'on peut regarder. C'est ce qui passe si cette fois on va regarder l'ellipse. En fait, l'idée, c'est qu'en comportement très, très proche, on a toujours une quantité qui est préservée. Ce qui se passe, c'est qu'on a des choix des conditions initiales pour lesquelles, en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'on va rester, par exemple ici, on va voir une ellipse à l'intérieur, on va trouver en fait une famille de conditions initiales dont la trajectoire, en fait, ça va être toujours tangent à cette ellipse. Donc cette ellipse-là, ça, notre caustique, dans les cercles, c'était des cercles. Ici, on va à des ellipses. Donc, par exemple, ici. Donc notre trajectoire va être toujours tangent on a des trajectoires qui vont être toujours tangent à cette ellipse. Mais c'est pas que ça. En fait, on a des autres types de caustiques qui vont apparaître que, en fait, c'est des hyperboles. Et la différence entre ces deux-là, en fait, si vous voulez, vous prenez un point là, un point en condition initiale. Si votre trajectoire, en fait, la ligne droite que votre boule est en train de suivre, si cette ligne-là,
vous avez deux foyers. Si cette ligne-là ne croise pas les segments qui joignent les deux foyers, alors vous savez que vous allez être tangent à une ellipse. Si par contre, vous avez en choix d'un point et d'un angle de part tel que notre trajectoire va rencontrer les segments qui joignent les deux foyers, vous allez être en fait tangent à une hyperbole. Donc si je mets tout ensemble ici, ça nous fait plein de caustiques qui vont apparaître. Il y a en orange deux points un peu particuliers, c'est des points en fait pour lesquels ils passent par le foyer. Et ça, joue un rôle particulier puisque quand on revient sur l'anneau, il joue le rôle de ce qu'on appelle une séparatrice. Mais donc ici c'est les mêmes questions, c'est juste qu'à droite j'ai coupé l'anneau pour le voir. Je suis en train d'identifier le côté droit et le côté gauche. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on a en vert, donc sont toujours toutes les foliations qu'on a maintenant, c'est plus une foliation en cercle, donc ça change un peu, mais sont tous en fait, chaque ligne qu'on voit, c'est invariant par la dynamique. Et donc ce qu'on a en vert, ça correspond en fait, ce sont des courbes en fait qui sont non triviaux dans l'anneau, et ça correspond en fait à de points de condition initiale dont la trajectoire va être tangent à des ellipses. Tandis que le cercle rouge, ce sont des cercles en fait, qui sont triviales du point de vue de la topologie, parce que je peux le déformer dans un point. Ça correspond en fait aux données initiales, dont la trajectoire, en fait, ça va être tangent à mes hyperboles. Et en jaune, ça va être quoi? Ça va être ces trajectoires assez particulières que je vous ai écrites, qui passent pour le foyer. Et pour revenir en fait à ça, en fait, c'est qu'il y en a, c'est que le point. C'est que le point ici, ça vous rappelle peut-être un petit peu de blanc, parce que le mot d'essence, c'est beaucoup moins beau que des simulations de pierre. En fait, ici, c'est qu'on retrouve des points hyperboliques, et on a en fait, en jaune, c'est les variétés stables et instables de points périodiques, mais au lieu dans les simulations de pierre, en fait, il y avait des intersections, que ça donnait lieu à des comportements chaotiques. Ici, les deux coïncident. Et donc, je vous ai présenté des cas assez simples, et on peut se demander qu'est-ce qui se passe si je regarde un milliard au hasard, c'est-à-dire si je choisis un table au hasard, je n'ai pas trop de chances de tomber sur un cercle ou sur une ellipse. Est-ce qu'on va quand même avoir que notre table, ça va être rempli par de caustiques en fait. On va retrouver ce type d'intégrabilité. Si vous voulez, on réponse un peu, je ne sais pas si c'est satisfaisant ou pas, ça dépend du tout. En fait, dans les années 70, donc Lazurki, il a montré que quitte à faire un changement de coordonnées, donc quitte à décrire notre système avec des valeurs un peu différents, en fait, dans notre application linéaire, vous pouvez toujours l'écrire comme x plus phi plus un petit erreur, phi plus un petit erreur. Si vous oubliez donc, le petit erreur, en fait, c'est là, ça revient simplement à l'application linéaire qu'on a sur le cercle. Parce que vous avez que vous prenez x et phi, vous avez que tous les cercles ils sont conservés et vous bougez le long du cercle où la vitesse sur laquelle vous bougez, c'est lié en fait à l'angle que vous êtes en train de considérer. Et donc, la Zurkine, il nous dit en fait que quand vous êtes proche du bord, donc quand je dis proche du bord, ça signifie simplement que les erreurs que je suis en train de faire ici, c'est vraiment des erreurs petites. Donc, si je suis proche du bord, dans l'application linéaire, ça va être en fait un système intégral. C'est vraiment l'application qu'on décrit pour la linéaire du cercle, plus une petite perturbation. Et ici, c'est ce qui a été déjà évoqué par Pierre, il y a un théorème qui est super important systématique qui s'appelle le théorème Gain, donc je ne vais pas rentrer, mais qui nous assure qu'il va y avoir en fait un gros ensemble, a priori il n'est pas un rejet ouvert, mais de caustiques, donc de cette courbe invariante, qui vont survivre aussi dans votre vecteur dynamique un peu perturbé. C'est que c'est étonnant parce qu'on peut imaginer peut-être que ce sont hyper, je ne sais pas si on n'a pas d'intuition, on peut s'attendre que ce soit quelque chose de plus fragile. Le fait c'est que est-ce que alors ça c'est dans les milliards, tout est hyper simple. En fait, heureusement, non. Qu'est-ce qui se passe dans les caustiques qui survivent? Parce que je vous ai dit, a priori, cette région où on retrouve des caustiques, a priori n'est pas ouverte. Ça revient donc un peu à le comportement chaotique dont on a déjà entendu parler.
en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on va avoir justement des points hyperboliques qui vont apparaître. Donc ça, comme Pierre nous avait expliqué, sont deux points dont qu'on peut penser comme linéairement proches de ce point-là. La dynamique, en fait, vous envoie en point x d'un a fois x. Donc ici, lambda, je l'ai plus grand que 1. Donc vous imaginez que quand vous avez ce point, vous appliquez votre dynamique, la coordonnée des abscisses, ça devient beaucoup plus grand, de façon exponentielle. Et la coordonnée de les ordonnées, ça devient exponentiellement plus petit. Et si ça devient intéressant, si on suit les variétés stables et instables, donc la variété stable, c'est les points dans le futur et dans le futur qui vont mourir, disons, ils vont tendre vers notre point P, et la variété instable, c'est le point que dans le passé, ils vont tendre vers notre point P. Et en fait, ce qui se passe typiquement, on peut dire, c'est que dans l'ellipse que je vous avais présentée, on avait des variétés stables et instables qui coïncidaient, c'était cette belle ligne jaune. Typiquement, ce qui va se passer, c'est plutôt, on peut s'attendre qu'il va plutôt avoir des intersections qui vont donner lieu à ces... où en fait, je n'ai pas le temps d'y rentrer dedans, en fait, dedans, c'est que j'ai des mécanismes dynamiques qui vont, qu'on appelle chaotiques, où en fait, on va avoir en forte sensibilité de l'initiale. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'alors les biliards elliptiques, ils vont être les seuls biliards où on va avoir vraiment un régime ouvert, donc en petite bande ouverte proche du bas, qui est remplie par cette costique, par cette courbe invariable. Je ne sais pas si quelqu'un a des impressions. C'est normal, parce que si vous savez répondre, félicitations. Je pense que vous avez en particulier sur ANAS, peut-être en classe comme dans plusieurs universités, et vous avez reçu surtout la conjecture de Birkhoff qui va depuis les années 30. Donc, on peut dire qu'il y a encore des questionnaires, et même si on part de modèle, c'est. On va expliquer comment la dynamique sort, c'est facile, mais pour moi, et j'espère que vous avoir convaincu, ça reste aussi très intéressant. Et merci beaucoup. Les étudiants, l'ancien étudiant.